je pense, le plus urgent, c'est les otages. Mais est-ce que M. Netanyahou a le pouvoir politique et l'aptitude à arriver à un accord? Je ne suis pas sûr. Il est pris en otage par l'extrême droite israélienne qui menace de le laisser tomber et donc de le faire tomber à tout instant. Bon, le plaisir d'être en ligne avec Marco Sarabia. Marco, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, ça va? Merci, oui, ça va chez nous et merci de nous faire partager à chaque fois qu'on vous interroge le paysage pastoral, on va dire, de la région de Jérusalem, du corridor de Jérusalem, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? C'est bien cela. C'est ça. Voilà, alors les monts de Judée, en fait. Voilà, les monts de Judée. Ouais, les monts de Judée. On va joindre l'utile à l'agréable et essayer de mieux avoir votre appréciation en tant que membre du Parti travailliste de la situation dans laquelle on évolue actuellement autour de la libération des otages. On le voit, on est apparemment à un moment clé ou charnière des négociations. Et la question que je voudrais vous poser à vous. Est-ce que vous pensez que le prix avancé aujourd'hui par le Hamas pour la libération de ces otages est un prix qu'Israël peut se permettre de payer si on envisage, par exemple, l'une des exigences, c'est la libération de milliers de terroristes palestiniens, ne serait-ce que cela, sans parler même d'un retrait des forces de Tzahal de la bande de Gaza? Alors, je vous rappelle que le prix a été fixé déjà il y a de nombreuses années avec la libération de Gilad Shalit, contre lequel on a libéré 1000 prisonniers palestiniens et la plupart étaient du Hamas. Donc c'est difficile maintenant de baisser le prix. Les négociations sont plus difficiles. Mais on peut évidemment faire une pression internationale et je crois que c'est urgent de libérer les otages parce qu'ils vont mourir les uns après les autres. Alors bien entendu, tout le monde est d'accord sur cela, sur le fait que c'est urgent de libérer les otages, mais on est face à des terroristes qui sont particulièrement cruels et vous parliez de Gilad Shalit, mais justement, on sait ce qu'a causé la libération d'un millier de terroristes, ce qu'on ne savait pas peut-être avant d'échanger Gilad Shalit. Et là, on sait que cela a permis la libération entre autres de 6 Noirs et que 60% des terroristes qui ont été libérés ont repris le chemin du terrorisme. Est-ce que justement, dans cette quête justement de vouloir sauver les soldats, on ne risque pas parallèlement de mettre en danger la sécurité d'Israël? Comment on fait pour trouver le juste milieu entre les deux? Alors justement, je pense qu'il faut faire un ordre de priorité. Et ça fait 20 ans qu'on combat le Hamas. Et donc, je pense que c'est pas un mois près qu'on va finir cette guerre si on n'a pas réussi à éradiquer le Hamas, malgré la promesse de M. Netanyahou en 2009 déjà d'éradiquer le Hamas quand il est revenu au pouvoir en 2009. Ça fait donc 15 ans. Et donc je pense qu'on a le temps, on pourra les éliminer l'un après l'autre comme on a toujours fait et pendant toutes ces années. Et je pense le plus urgent, c'est les otages. Mais est-ce que M. Netanyahou a le pouvoir politique et l'aptitude à arriver à un accord? Je ne suis pas sûr. Il est pris en otage par l'extrême droite israélienne qui menace de le laisser tomber et donc de le faire tomber à tout instant. Mais dans le cas précis, ces décisions ne sont pas vraiment dans l'intérêt de l'État d'Israël. Mais dans le cas précis, je viens d'entendre ce que disait Yair Lapid. Si le prix à payer, c'est effectivement la libération de milliers de terroristes, ce que ne peut tolérer Smotrich et Ben Gvir, le centre, le parti de Lapid et je suppose le camp républicain de Benny Gantz soutiendrait un tel accord. Le problème, c'est peut-être même pas l'aile droite, c'est même au sein du Likoud, il y a beaucoup d'opposants à un tel accord. Justement, au sein du Likoud, il y a une partie du Likoud qui se laisse tenter par les théories extrémistes et messianistes de l'extrême droite. Et on a vu, par exemple, il y a 2 jours, un congrès complètement incongru
qui avec une dizaine de ministres, 11 ministres et du gouvernement actuel, qui demandent l'occupation de Gaza et de nouvelles implantations dans Gaza même. Et d'abord, ce sera un suicide, mais en plus de ça, et c'est vraiment pas le moment, où le tribunal de La Haye nous demande justement de prouver que nous ne voulons pas faire un nettoyage ethnique, c'est pas le moment. Donc effectivement, M. Netanyahou est pris en otage par ses propres membres de la coalition, et je ne pense qu'il n'est pas apte à prendre des décisions. Et il devrait démissionner, à mon avis. On le voit dans les sondages, qu'il est de plus en plus désapprouvé. Oui. Mais si jamais l'extrême droite démissionnait, et il y aurait deux possibilités pour l'opposition, soit de laisser tomber Netanyahou et de provoquer de nouvelles élections, ce qui ne serait pas un mal, parce que l'opinion a complètement changé depuis la catastrophe du 7 octobre. Et donc, mais si jamais il décidait de soutenir Netanyahou encore une fois, de sauver sa peau encore une fois, je pense que ça serait pas un mal que l'extrême droite quitte le gouvernement, parce qu'ils ont fait assez de dégâts comme ça. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à cette réunion qui s'est tenue dimanche soir de l'aile droite, on va dire de l'aile nationaliste du gouvernement, des supporters de la réinstallation de localités juives dans la bande de Gaza. On en parlait il y a quelques instants avec Boaz Bismuth. Il dit d'un côté, on reproche à Netanyahou de ne pas proposer de solution pour l'après-guerre. D'un autre côté, quand la droite propose une solution pour l'après-guerre, eh bien, elle n'est pas valable. Pourquoi finalement, et aujourd'hui, pourquoi finalement... Quelle solution a proposé la droite? Ça ne vient pas du gouvernement officiellement. Le gouvernement officiellement ne s'est pas réuni pour discuter. Non, c'est pas à long terme. Non, j'ai pas dit le gouvernement. J'ai dit la droite propose de rester comme, par exemple, ça s'est déjà fait dans l'histoire du sionisme moderne, où eh bien on a créé des implantations du Nahal dans un premier temps pour s'installer, et puis après ces implantations sont devenues des localités, et c'est un peu comme ça que l'État d'Israël s'est développé au fil des ans. Finalement, pourquoi cette option aujourd'hui, après ce que l'on sait du 7 octobre, après avoir entendu des habitants, on va dire des militants travaillistes ou des militants de la gauche israélienne idéologique du pourtour de la bande de Gaza dire qu'ils ne veulent plus voir un seul Gazaoui en face d'eux et qu'ils veulent voir tout raser dans la bande de Gaza, pourquoi finalement ne pas envisager à nouveau de mettre en place une solution qui a marché dans le passé, c'est-à-dire être présent dans une région qui est une région hostile? Je crois qu'on a la mémoire courte. Moi, j'avais fait des services de réserve justement à Gaza avant l'évacuation des colons, et bien avant 2005. Et je peux vous dire que c'était très difficile. Il y avait des attentats tous les jours là-bas. Et on a oublié ça. On a oublié ça, que avant 2005, à sommet de Netzarim, au carrefour de Netzarim, il y avait des attentats tous les 2-3 jours même. Alors il faut se rappeler dans quelles conditions vivaient les colons. Peut-être qu'ils ont fait de belles fermes avec des milliers de soldats pour les garder. C'est-à-dire qu'ils étaient en danger de mort à tout instant. Les enfants allaient en fourgon blindé à l'école, à Gaza, oui. Alors, si on veut revenir à ça, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de l'État d'Israël. Ça demande des ressources énormes. Toute l'armée va être là-bas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être ceux qui nous accusent de nettoyage ethnique, ils ont peut-être raison. On veut renvoyer les Gazaouis à la mer. Si c'est ça qu'on veut, alors il faut le dire clairement. Non, moi, je pense que ça n'est pas une bonne solution. Et en plus, ça n'est pas la solution proposée par le gouvernement. Si le gouvernement regardez, n'a pas dit clairement qu'il a encouragé ça. Alors, je vais vous poser la question, puisque vous êtes justement vous-même dans un kibbutz, dans un moshav, vous avez l'importance de la terre. Je vous demande, par exemple, d'envisager de vous déplacer du corridor de Jérusalem vers le pourtour de la bande de Gaza. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous seriez prêt à vous installer dans des localités comme Reim, comme Be'eri, comme Kfar Aza, avec des gens qui ont milité pour la paix, en sachant qu'il y a un risque que dans la population palestinienne qui va rester dans la bande de Gaza, eh bien, il y ait à nouveau des nids de terroristes? Alors, et je vous rappelle que les kibbutzim
et qui ont fait fleurir le Negev autour de Gaza, ils sont en danger depuis de nombreuses années. Bien avant le 7 octobre, ils vivaient avec des alertes tout le temps. Les enfants étaient dans les abris. Ça n'a dérangé personne jusqu'à présent. Vous savez, se sont comportés en héros. Se sont comportés en héros, et c'est eux qui ont, je vous rappelle, arrêté l'attaque du Hamas qui aurait pu arriver jusqu'à Jérusalem ou Tel Aviv. Si les kibbutzim n'avaient pas arrêté cette attaque par leurs équipes d'urgence. Je pense et ils ont tenu le coup pendant des heures, je vous rappelle. Donc les kibbutznikim sont des gens très résistants, très sionistes, et qui sont prêts, si c'est dans l'intérêt du pays, à revenir occuper leur kibbutz. C'est leur maison, ils ont consacré leur vie à faire fleurir le Negev, à faire une bande de sécurité pour défendre l'État d'Israël. Je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour d'évacuer ces kibbutz. Non, je parle pas d'évacuer. Je parle pas d'évacuer, mais j'entends par exemple des gens comme Chaim Yahlin, que vous connaissez, qui était le président du conseil régional de cette région, qui dit: moi, je ne veux plus voir en face de moi des bâtiments de Gaza. Je veux pouvoir voir la mer. Et ils sont beaucoup à parler de ça. Je ne sais pas ce que Chaim Yahlin représente, mais même s'il était chef du conseil régional, et je ne suis pas sûr que ça soit l'opinion. En tout cas, c'est un membre du Parti travailliste. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'opinion courante au Parti travailliste. Je pense que le Parti travailliste, depuis longtemps, a proposé de donner plus d'importance à l'autorité palestinienne et de leur donner des succès pour qu'ils regagnent la confiance du peuple palestinien. Mais le gouvernement de droite, et en particulier M. Netanyahou, a tout fait pour écraser l'autorité palestinienne, et donc ça a renforcé le Hamas. Et c'était son intérêt, justement, d'affaiblir l'autorité palestinienne pour ne pas qu'il demande un État palestinien. Donc, indirectement, le gouvernement de Netanyahou, toutes ces années, a renforcé le Hamas. Alors maintenant, il faut changer la vapeur un peu et proposer d'autres solutions. Je pense que seuls des Arabes ou des Palestiniens peuvent gérer la bande de Gaza. Ça n'est pas dans nos moyens de retourner à Gaza. On n'a pas assez de soldats, on n'a pas assez de ressources, et on n'a pas intérêt. On a intérêt à ce que ça soit géré sous égide internationale par une force arabe, que ça soit l'autorité palestinienne, que ça soit même l'OLP, tout seul, sans l'autorité palestinienne. Il faut se casser la tête, il faut travailler dur. Si nos soldats ne dorment pas la nuit, j'attends des ministres qui ne dorment pas la nuit non plus jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Ce que j'attends du gouvernement, c'est de travailler plus dur et d'être plus imaginatif, parce que la force armée seulement a ses limites. Justement, on a vu combien de fois on a bombardé Gaza, et pourtant ça fait des années qu'on savait qu'ils voulaient envahir Israël. Ça fait des années qu'on entendait parler des tunnels, et donc c'est pas nouveau. C'est-à-dire que il faut pas faire les surpris. C'est simplement, et je pense qu'il faut trouver des solutions, faire une force diplomatique pour faire pression sur les Palestiniens, faire des accords avec le Qatar. Le Qatar est le seul peut-être qui peut faire pression sur le Hamas. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bon, c'est-à-dire que on ne doit pas accepter que le gouvernement reste comme ça sans rien faire et se dire non, c'est pas assez bien, c'est pas comme ça. Il faut proposer plein de choses et jusqu'à ce qu'on arrive à une solution. Mais en tout cas, le plus urgent, c'est la libération des otages. Il faudra payer un prix, mais il faut pas oublier que on a la possibilité de rester à Gaza tant que justement le calme n'est pas revenu. C'est-à-dire que on peut toujours continuer la guerre après, mais pour le moment, il faut libérer les otages. Alors, je ne sais pas si combien il faut libérer de gens, quelles sont les garanties que demande le Hamas, et je salue toutes les initiatives, en particulier celle de M. Macron, pour pouvoir essayer de trouver une solution. Et je salue les États-Unis qui nous ont sauvés d'une guerre contre le Liban en faisant une énorme pression contre le Liban pour ne pas qu'ils partent en guerre.
je pense que il faut utiliser justement ces leviers internationaux, ces leviers diplomatiques pour pouvoir faire avancer les choses. Mais je ne crois pas que ce soit aux simples citoyens de décider quoi que ce soit. Il faut que le gouvernement travaille dur, il fasse intervenir tous les talents. Déjà, Monsieur Netanyahou a su appeler Monsieur Gantz et Monsieur Eisenkot et pour l'aider à gérer la guerre. Alors quand il veut, il peut justement trouver les talents qu'il faut pour trouver des solutions. Il existe en Israël d'énormes d'énormes ressources, des gens, des anciens du Mossad, des anciens du Shabak, des anciens chefs d'état-major. Il n'en manque pas pour justement trouver une solution. Mais ce ne sont pas les ministres d'extrême droite qui n'ont aucune expérience militaire qui vont nous aider à sortir de là. Et je pense que il faudra peut-être renoncer à l'extrême droite pour pouvoir avancer. Pour le moment, c'est bloqué. Renoncer à l'extrême droite pour pouvoir avancer. Voilà, on va rester là-dessus sur votre conclusion. Merci beaucoup Marco Sarabia de nous avoir exprimé votre opinion, comme je le dis à nouveau, avec en toile de fond ce splendide paysage du corridor de Jérusalem. Oui, j'avais un tracteur, donc j'ai pas bien entendu ce que vous m'avez dit. Mais voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Marco. Bonne journée, bonne chance à Israël. Voilà, bonne chance à Israël. On est d'accord là-dessus. Heureusement qu'il y a un peuple d'Israël extraordinaire qui a vraiment aidé à sauver la situation, qui a aidé les personnes en difficulté, qui soutient les soldats, qui soutient les réfugiés. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Marco Sarabia. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.